Tout d'abord, je remercie professeur Chabraoui et toute son équipe de m'avoir invité pour vous parler d'un sujet qui est très important sur les hémoglobinopathies, qui sont des pathologies à dépister au Maghreb. Et c'est une occasion pour lui souhaiter un bon rétablissement. Donc, les hémoglobinopathies sont des maladies héréditaires du globule rouge qui sont dues à des anomalies touchant la partie protéique de l'hémoglobine appelée la globine. Donc, les sujets homozygotes ou hétérozygotes composites sont exposés régulièrement à des complications sévères, voire mortelles. Qui peut avoir un enfant hémoglobinopathe? Donc, les hémoglobinopathies sont des maladies à transmission autosomique récessive. La naissance d'un enfant malade suppose que les deux parents à la fois sont porteurs d'une anomalie de l'hémoglobine. Un porteur sain n'exprime pas la maladie puisqu'il a un gène normal et un gène muté. Et un couple formé de deux porteurs sains est un couple à risque. Quelles sont les différentes hémoglobines de l'être humain? Chez l'adulte, l'hémoglobine majoritaire est l'hémoglobine A. L'hémoglobine A2 est présente avec un pourcentage assez faible. Par contre, l'hémoglobine fœtale est spécifique de la période fœtale. 4 hémoglobines sont spécifiques de la vie embryonnaire: l'hémoglobine Gawar 1, l'hémoglobine Gawar 2, l'hémoglobine Portland 1 et l'hémoglobine Portland 2. Ces différentes hémoglobines sont synthétisées à partir des gènes localisés sur le chromosome 11 pour le gène bêta, on appelle complexe bêta, et sur le chromosome 16 pour le gène alpha, et là on parle de complexe alpha. Ces différents gènes codent pour plusieurs types de protéines. Donc, une anomalie au niveau de ces gènes entraîne la synthèse d'une hémoglobine peu ou pas fonctionnelle. On distingue deux grands groupes d'hémoglobinopathies: les anomalies qualitatives appelées aussi hémoglobinoses. Ces anomalies concernent surtout la chaîne bêta, ce sont les variants bêta. Le chef de file est la drépanocytose, qui est caractérisée par une mutation de l'acide glutamique en valine en position 6. Il y a aussi l'hémoglobinose C. Ces deux types d'hémoglobinose sont fréquentes en Afrique, alors que l'hémoglobinose E est fréquente en Asie. Deuxième type d'anomalie de l'hémoglobine, ce sont les anomalies quantitatives qui sont beaucoup plus graves que les anomalies qualitatives. Ces anomalies quantitatives sont appelées les thalassémies. Et là, il y a la bêta-thalassémie ou bien les bêta-thalassémies qui sont dues à des défauts de synthèse des chaînes bêta, et les alpha-thalassémies qui sont dues à un défaut de synthèse des chaînes alpha. Du point de vue épidémiologique, ces hémoglobinopathies sont fréquentes dans le monde entier. Actuellement, il y a plus de 323 millions de porteurs, avec 332 000 nouveaux cas de forme majeure, répartis en SDM 275 000 nouveaux cas par an et en thalassémie majeure 60 000 nouveaux cas par an. 70% de ces hémoglobinopathies se trouvent en Afrique
mais malheureusement, 40% de ces cas n'atteignaient pas l'âge de 5 ans par manque de diagnostic et par une prise en charge inadéquate. En Algérie, la fréquence globale de ces hémoglobinopathies est de l'ordre de 4,91 de porteurs, répartis en 2,3% de bêta-thalassémie et en 2% de drépanocytose. Il existe 2 foyers principaux, un à l'est du pays et l'autre au centre de l'Algérie. Au Maroc, d'après un travail effectué par professeur Khattab en 2014, le nombre de cas répertoriés est de l'ordre de 593 cas, répartis surtout en bêta-thalassémie majeure et en drépanocytose. En Tunisie, la bêta-thalassémie est la première hémoglobinopathie avec une prévalence de 2,21%, suivie par le trait S avec une prévalence de 1,89%. 3 principaux foyers de drépanocytose ont été identifiés en Tunisie. Le nord tunisien, surtout dans la région de Sejnen, où la prévalence est de 8%, le nord-ouest, essentiellement à Nefza, avec une prévalence de 14,96%, le sud-ouest est concerné aussi par la drépanocytose, surtout la région de Mansoura, où la prévalence est de 11,3%. Le premier cas de drépanocytose en Tunisie a été identifié en 1952. La drépanocytose est une maladie fortement invalidante, caractérisée par des signes cliniques graves et peut correspondre donc à différentes formes génétiques, soit des sujets homozygotes SS, soit des associations S, S-bêta-tal, SC, SO et S autres variants. Mais les premiers signes cliniques n'apparaissent qu'après l'âge de 6 mois, c'est la période où l'hémoglobine S se remplace progressivement l'hémoglobine fœtale. La drépanocytose, donc, est une maladie fortement invalidante, surtout par les complications vaso-occlusives graves qui comportent des manifestations neurologiques et des manifestations pulmonaires. Les infections mettent aussi en danger la vie de ces malades drépanocytaires. C'est surtout des méningites, des septicémies, des pneumopathies et des ostéomyélites, d'où la nécessité de vacciner ces malades drépanocytaires et d'instaurer une antibiothérapie préventive. Le gonflement des mains, appelé aussi syndrome main-pied, est spécifique de l'état drépanocytaire. Le traitement de la drépanocytose, donc, la drépanocytose nécessite une prise en charge médicale en milieu spécialisé pour assurer une meilleure qualité de vie de ces malades drépanocytaires. Il faut prévenir les facteurs déclenchant des crises vaso-occlusives. Il faut traiter les crises vaso-occlusives par les antalgiques. Et il faut instaurer un traitement préventif des infections. Pour la bêta-thalassémie, qui est une maladie beaucoup plus grave que la drépanocytose, la forme la plus grave, c'est la maladie de Collet. La bêta-thalassémie majeure est caractérisée donc par une anémie hémolytique
chronique, caractérisée aussi par une érythropoïèse inefficace, entraînant donc une déformation osseuse, donnant donc un faciès mongoloïde à ces sujets bêta-thalassémiques. Donc la bêta-thalassémie caractérisée par une pâleur, une hépatomégalie, une splénomégalie, et ce sont les complications secondaires aux transfusions qui mettent en danger la vie de ces malades. C'est des complications endocriniennes et métaboliques et surtout des complications cardiaques. Pour les bêta-thalassémies, donc, le traitement de choix, c'est la transplantation médulaire, mais le traitement de la bêta-thalassémie est basé sur un traitement conventionnel, c'est les transfusions répétées avec prescription d'un chélateur du fer pour éliminer l'excès du fer. Le diagnostic repose sur des éléments d'orientation, essentiellement la fréquence et la répartition géographique, sur des éléments cliniques et biologiques, l'ictère, l'anémie, les valeurs de l'hémogramme, sur des techniques séparatives, quantitatives qui permettent de quantifier toutes les fractions de l'hémoglobine. Pour la drépanocytose homozygote, l'hémogramme est important pour orienter le diagnostic et qui montre une anémie normochrome normocytaire avec présence de drépanocytes sur frottis sanguin. L'électrophorèse permet de confirmer le diagnostic avec présence surtout de l'hémoglobine S majoritaire et absence de l'hémoglobine A. Pour la bêta-thalassémie, le diagnostic est relativement simple avant toute transfusion. La bêta-thalassémie caractérisée donc par une anémie sévère, hypochrome microcytaire. L'électrophorèse permet de confirmer le diagnostic dans le cas d'une bêta-0-thalassémie homozygote, donc l'hémoglobine F est majoritaire, alors dans le cas d'une bêta+, l'hémoglobine F reste majoritaire, mais il y a de l'hémoglobine A avec un pourcentage ne dépassant pas les 45%. La bêta-thalassémie est caractérisée par une hétérogénéité moléculaire. Donc, l'étude moléculaire est indispensable pour préparer le diagnostic prénatal. Actuellement, il y a plus de 100 mutations qui ont été identifiées. Il y a 2 mutations majoritaires, c'est la mutation IVS 110 et la mutation IVS 1.5. Pour la drépanocytose, il n'y a qu'une seule mutation. Quel est l'état actuel en Tunisie? Donc, à partir des données collectées sur une période de 40 ans, donc à partir de plusieurs enquêtes systématiques conduites en Tunisie et d'après notre expérience hospitalière. Nous avons étudié plus que 200 000 sujets, incluant donc des écoliers, des femmes enceintes, des sujets suspectés d'être porteurs d'une hémoglobinopathie à partir du dépistage néonatal instauré dans le pays. À partir de ces données, nous avons déterminé une prévalence globale d'hémoglobinopathie de l'ordre de 4,48%, répartie entre bêta-thal, 2,21%, et entre S, 1,89%. Nous avons identifié
4 900 patients hémoglobinopathes, répartis en 2300 bêta-thales majeurs et 2600 SDM. Nous avons identifié 2900 couples à risque. C'est énorme. De point de vue spectre d'imitation bêta-thalassémique, nous avons identifié 31 mutations avec 2 mutations majoritaires, la mutation codon 39 et la mutation EVS 110. Ces mêmes mutations ont été identifiées en Algérie et au Maroc. En Algérie et en Tunisie, c'est la mutation codon 39 qui a été identifiée avec une fréquence majoritaire. Au Maroc, c'est la mutation VS 110. Mais il faut retenir que pour les 3 pays, ces 2 mutations représentent les 2 tiers de l'ensemble des mutations bêta-thalassémiques. Le constat général, donc les hémoglobinopathies sont des maladies fortement invalidantes, posent un vrai problème de santé, de prise en charge contraignante pour l'enfant et la famille, caractérisée par de multiples complications, une morbidité importante, quoique l'espérance de vie est améliorée dans nos pays du Maghreb, le nombre de malades existants en Tunisie reste élevé et le coût de prise en charge de ces malades est très coûteux. D'où la nécessité de prévenir ces pathologies. Les objectifs, c'est de réduire l'incidence des hémoglobinopathies, de réduire les nouvelles naissances, de dépister les porteurs, de dépister les couples à risque, donner le conseil génétique aux porteurs et aux couples à risque et surtout instaurer le diagnostic prénatal. Le diagnostic prénatal est fonctionnel dans notre pays, indiqué aux couples à risque. Ce diagnostic permet de réduire le nombre de naissances d'enfants atteints. Le coût est de l'ordre de 600 € par grossesse, faisable sur trophoblaste ou bien sur liquide amniotique. Nos DPN ont été réalisés en majorité sur liquide amniotique. Dans 8%, ces DPN ont été réalisés sur trophoblaste. Nous avons effectué donc 562 DPN. Le nombre de DPN est très variable d'une année à l'autre. Sur les 562 DPN, nous avons identifié 144 fœtus atteints, 139 couples à risque ont accepté l'interruption thérapeutique de la grossesse. Nous avons noté 5 refus de l'ETG pour des raisons religieuses. À part le diagnostic prénatal, nous avons instauré dans le pays le dépistage néonatal, essentiellement dans les régions à risque. Ce dépistage est réalisé sur papier guetterie à partir d'une goutte de sang. Cette goutte est séchée, éluée par un tampon approprié et analysée par IOF, qui est une technique globale qui permet de détecter toutes les anomalies de l'hémoglobine.
et les cas positifs sont contrôlés par HPLC. Donc, sur une période d'une vingtaine d'années à peu près, nous avons fait plutôt 230 000 DNA, nous avons détecté 353 familles à risque et toutes ces familles ont bénéficié d'un conseil génétique. Donc, nous avons instauré le diagnostic prénatal, le dépistage néonatal, mais la sensibilisation des familles à risque reste le maillon faible de la prévention. Cette sensibilisation doit être boostée par les associations, par les médias et surtout par les professionnels de santé. L'étude de l'hémoglobine a une place primordiale pour dépister précocement ces cas d'hémoglobinopathie et surtout, cette électrophorèse doit être instaurée au niveau des examens du certificat prénuptial. Pour conclure, les hémoglobinopathies donc, constituent un vrai problème de santé. La prévention par le biais du DPN reste la meilleure option pour en réduire l'incidence. Nous l'avons mis à profit pour un nombre important de familles. Notre expérience montre que malgré une augmentation croissante des demandes de DPN, malheureusement, son impact demeure encore faible dans le pays, d'où la nécessité de plus d'efforts de sensibilisation pour toucher le maximum de familles à risque. Il faut insister d'inclure l'électrophorèse de l'hémoglobine parmi les analyses exigées par le certificat prénuptial. Et là, le rôle des associations est, à ce titre, déterminant pour plus d'efficacité. Il faut contribuer à une meilleure prise en charge des familles touchées par ces maladies fortement invalidantes. Et là, il faut proposer aux décideurs des stratégies appropriées de prévention et de prise en charge de ces pathologies. Il faut aussi encourager et faciliter la recherche en vue d'améliorer la qualité de vie de ces malades. Je termine par cette caricature pour sensibiliser les nouveaux couples à faire l'électrophorèse de l'hémoglobine avant le mariage. Et je vous remercie pour votre attention.